Merci Stan du futur, je vous enregistre ce petit extrait audio au moment où on est en train de faire le montage. On vient de s'apercevoir que ma piste audio sur cette conversation n'était pas d'excellente qualité, donc vous allez entendre au fil de l'épisode des petits drops de ma piste audio. C'est pas idéal, ça reste tout à fait compréhensible et ça c'est pas particulièrement gênant. Donc on a décidé de publier l'épisode quand même parce qu'il reste à mon avis intéressant. Mais voilà, je voulais vous prévenir juste avant que la qualité audio ne sera pas tout à fait au niveau que vous pouviez attendre d'habitude sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, on va parler de comment trouver un travail qui vous passionne. Et quand on pose cette question, la plupart des gens commencent par lister leur passion. Et ils se demandent comment percer dans leur domaine. Mais cette approche a vraiment deux problèmes. Et le premier problème, c'est que tout le monde a un peu les mêmes passions. Vous aimez les films, vous aimez le sport, vous aimez le développement personnel, la musique, le yoga, la méditation. Mais évidemment, la majorité de la création de valeur dans le monde ne se situe pas dans ces domaines. Et en particulier, il y a plein de jobs qui sont très utiles, qui sont passionnants pour les gens qui les pratiquent, mais qui ne sont pas, vus de l'extérieur, une passion qui est partagée par beaucoup de monde. Le second problème, c'est que même si vous réussissez à percer dans un domaine qui vous passionne, eh bien rien ne garantit que votre travail quotidien sera aussi excitant que ça. Par exemple, si vous prenez un passionné de golf qui ouvre une boutique pour vendre des clubs de golf sur Internet, au final, ce gars-là ne passe pas plus de temps à faire du golf que s'il avait trouvé un travail X ou Y. Est-ce que, parce que ce mec-là est passionné par le golf, il va être passionné par la vente de produits liés au golf? Rien n'est moins sûr. Mais alors, quelle est la solution? Est-ce que vous êtes condamné à faire un travail qui ne vous passionne pas? Est-ce que vous êtes condamné à entrer dans ce domaine ultra compétitif en espérant être un des quelques personnes qui va vraiment réussir à percer? Dans cet épisode, je suis rejoint par Alexis Minchla pour résumer un livre qui apporte une excellente réponse à ce dilemme. Le livre s'appelle So Good They Can't Ignore You. Il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Cal Newport, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup et que je suis depuis des années. Et c'est pour moi le meilleur livre sur ce sujet. C'est aussi un livre qui est assez méconnu en France, en particulier parce qu'il n'a pas été traduit. Et donc dans cet épisode, on va vous résumer les grandes idées avec Alexis. On verra ce que à la fois lui et moi également ont tiré de ce livre, comment est-ce qu'on l'a appliqué et finalement la réponse de Cal Newport sur comment trouver un travail qui vous passionne. Donc sans plus de transition, je vous propose d'écouter mon interview et le résumé du bouquin avec Alexis. Aujourd'hui, on va parler d'un bouquin qui s'appelle So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Donc en français, ça correspond à tellement bon qu'ils ne peuvent pas nous ignorer. Et j'ai avec moi Alexis. Alexis, bienvenue sur le podcast. Merci Stan de m'avoir invité. Donc je pense que ça peut être marrant de dire aux gens un petit peu comment cet épisode en est venu à être enregistré entre nous. J'avais, quand j'étais passé à Paris, organisé une série de dîners avec les gens qui suivent Marketing Mania. Tu es arrivé à un de ces dîners, tu m'as parlé du bouquin. Tu peux me dire, toi, comment tu as découvert ce bouquin-là et qu'est-ce qui t'a marqué dedans? Ouais. Du coup, moi j'avais découvert ce bouquin-là dans ton autre podcast Nomade Digital que tu avais fait avec Paul, dont vous aviez parlé, il me semble, d'un autre bouquin du même auteur, Deep Work. Et tu avais recommandé du coup So Good They Can't Ignore You. Et tu étais un des seuls, enfin, c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler. Et finalement, c'était des problématiques que je me posais il y a quelques mois au moment où j'ai lu ce bouquin-là. Et du coup, c'est comme ça que moi j'ai découvert ce livre-là. Finalement, c'est aussi par toi. Et la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est parce que c'est vrai qu'il y a plein de bouquins comme ça, en fait, que j'ai l'impression qu'en fait, dans le monde du web marketing français ou de l'entrepreneuriat français, on parle toujours des mêmes 5 bouquins, en gros. C'est la semaine de 4 heures, père riche, père pauvre, éventuellement millionnaire fast lane, puis influence et manipulation. Bon, c'est surtout moi qui en parle. Et en fait, il y a plein de bouquins vraiment, vraiment super intéressants qui m'ont moi beaucoup affecté et d'où en fait, j'entends pas trop parler. Et parfois, je me dis, c'est des bouquins parfois que j'ai mentionnés en passant dans Nomade Digital en particulier ou alors dans Marketing Mania, mais je prends pas toujours le temps vraiment de défendre ces bouquins et je me rends compte qu'en fait, personne d'autre le fait. Donc, c'était drôle de voir que toi, tu avais été marqué par ce bouquin-là qui m'avait moi aussi beaucoup influencé quand je l'ai lu. C'était il y a quelques années déjà que j'avais lu pour la première fois et je voulais qu'on en discute. Donc, ceci étant dit, on va étaler un petit peu la thèse du bien. Le
le sous-titre du bouquin explique assez bien l'idée. C'est de dire que si vous voulez dans votre vie faire un travail satisfaisant, avoir une carrière qui vous apporte voilà, de l'autonomie, de la satisfaction, du plaisir, il vaut mieux se concentrer sur le développement de vos compétences plutôt que sur vos passions. Et on essaye, avec ce livre, d'aller un petit peu à l'encontre de certains conseils qui peuvent être traditionnellement donnés, en particulier dans voilà, le cliché du type du film hollywoodien, c'est suivez vos rêves, n'abandonnez jamais, vous allez y arriver. Et lui, vraiment se positionne à contre-pied de ça. Donc, c'est intéressant de dire qui est Cal Newport, parce que c'est un gars qui a, pour le coup, des compétences très pointues. C'est un chercheur en algorithme informatique. Donc, en gros, il essaye de trouver des nouvelles manières plus efficaces pour un ordinateur de traiter certaines données. Donc, c'est un mec vachement intelligent dans ce qu'il fait. Enfin, je pense que si on voyait le genre de truc qu'il fait dans la journée, il doit écrire des espèces de papiers académiques avec des algorithmes, des équations. C'est des maths, en gros, à haut niveau, quoi. C'est de la recherche en maths. Des théorèmes. Donc voilà, c'est pas un mec qui est là pour te dire des trucs qui vont te faire plaisir. Et il a cette tête que voilà, si tu veux développer ta carrière, concentre-toi sur tes compétences. Et j'aime bien l'anecdote sur le titre. Donc, So Good They Can't Ignore You, c'est tiré d'une phrase de Steve Martin, qui est un comique américain, où en gros, on lui avait demandé comment tu fais pour réussir en tant que comique. Et lui, il avait répondu, il faut devenir tellement bon que les gens ne peuvent plus t'ignorer. Sur ce, Cal Newport identifie trois règles ou trois conditions que ton travail doit remplir pour être satisfaisant. Alexis, est-ce que tu peux les résumer rapidement puisqu'on les a notées ensemble dans le doc? Finalement, effectivement, il y a 3 règles qui permettent d'être heureux et de t'épanouir dans ton job au quotidien. Le premier point, c'est la créativité. Faire quelque chose de créatif au quotidien, te re-challenger sur tes problématiques, sur tes compétences. Le deuxième, c'est l'impact. Alors là, l'impact, on en discutait tout à l'heure, c'est l'impact externe. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui résout un problème ou change des choses à ton échelle via tes compétences? Est-ce que tu es capable de proposer à tes clients ou à un public plus ou moins large? Et le dernier point, donc créativité. En gros, tu as envie de savoir, sur l'impact, juste tu rebondis, Ouais. tu as envie de savoir que quand tu rentres chez toi le soir, tu as changé un truc dans ta journée, quoi, que ton travail sert à quelque chose ou fait une différence pour quelqu'un. Exactement. Et le troisième point, c'est le contrôle. Donc là, c'est quelque chose de personnel et qui est vraiment centré un peu plus sur toi. Où en fait, l'idée, c'est d'avoir. T'es seul maître à bord de ta vie et de ton travail. Et l'objectif, c'est que personne ne te dise quoi faire et que tu sois libre en fait de prendre les décisions que tu veux à n'importe quel moment. Il me semblait que dans le livre, Cole Newport parle de Joe Duffy, qui était un designer, qui en fait est sorti d'école de design et est rentré dans une agence donc de design. Et en fait, il s'est aperçu qu'il avait toutes les mêmes compétences que le reste de l'équipe. Il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de différent par rapport aux autres? Moi, je vois pas d'objectif, je vois pas de challenge à court terme. Et donc, il a décidé, en fait, il a identifié euh, des sujets spécifiques des clients de cette agence-là, qui était de la création de logos à l'international. Et il s'est dit, OK, du coup, moi, je vais développer mes compétences sur ce point-là, parce qu'en fait, il y a peu de designers qui veulent travailler là-dessus. Et donc, au fur et à mesure des années, il a développé ces compétences-là jusqu'à avoir suffisamment d'autonomie, mais on y reviendra plus tard, pour en fait créer sa propre agence de logo international. Et là, en fait, on comprend vraiment qu'il a pris le contrôle un peu de sa vie et de son travail et qu'aujourd'hui, il est libre de choisir ses clients, ses projets. Donc, la notion de contrôle est vraiment interne, là où l'impact est plutôt un impact externe, ce que tu disais. Où en fait, est-ce que tu as l'impression d'avoir un impact sur les autres et sur ta vie tous les jours? L'exemple de Geoffrey, je trouve, est vachement intéressant parce que ça a une application directe pour tous ceux qui ont envie de monter leur business. C'est-à-dire que bien souvent, les gens vont avoir un job à plein temps et puis vont faire un truc et voilà, c'est un peu pénible, ils en ont marre, ils veulent monter leur propre business et ils vont essayer de monter un business parfois qui n'a rien à voir. Et du coup, ils essayent de monter un business où ils n'ont pas vraiment de compétences particulières. Alors que si tu vois l'exemple de Joe Lefis, qui est vraiment très intriguant, c'est que ce qui a permis à son business, à son agence de monter, c'est qu'il était devenu le meilleur, où il était devenu extrêmement compétent et pointu et spécialisé sur un truc précis qui était voilà, le design de logo. Et donc ça, en ayant cette arme-là dans son côté,
à ses côtés, ça permet à son business facilement de démarrer, de trouver des clients et puis de pouvoir fonctionner. Et on peut imaginer que, ben, est-ce qu'un petit gamin, Joe Duffy, quand il avait 8 ans et demi, sa passion c'était de faire du design de logo? Probablement pas. Peut-être qu'il fait des petits dessins de dinosaures et de chevaliers, mais tu peux imaginer que le mec qui a passé X années de sa vie, mettons, je sais pas, 10 ans, 15 ans de sa vie à étudier ce qui fait un beau logo, ce qui marche moins bien, les besoins, les tendances. Ce mec-là, il a vraiment développé une vraie passion pour le design de logo, pour la communication, pour la clarté. Et on peut imaginer que quand il voit un logo, pour lui, c'est plus juste un logo, il voit tout ce qui se trouve derrière, les idées qui sont communiquées. Et donc, il a en fait développé une vraie passion pour ce truc-là. Et ça nous permet de retomber un petit peu sur la thèse du bouquin qui est que la passion pour ton travail, en fait, ça va être la conséquence du développement de ses compétences et non pas la cause, en fait. Et donc, si tu veux trouver un travail qui te passionne, il ne faut pas commencer par la passion, il faut commencer par les compétences. Et la passion et le plaisir et le contrôle, l'autonomie et tout ce que tu peux vouloir viendra après, une fois que tu te seras mis dans la bonne position. Exactement. D'ailleurs, je sais pas si on peut. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dès le début en fait, la thèse principale, c'est ce que tu viens de dire, c'est attention, suivre sa passion, c'est pas forcément le meilleur conseil de votre vie que vous aurez, que vous allez avoir dans votre vie et qu'on va vous dire en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il fait un conseil sur une base non pas moralisatrice, mais stratégique, en fait. Il te dit pas, il faut pas suivre sa passion parce que voilà, il faut être raisonnable, etc. Il te dit juste, ok, tu veux atteindre tel résultat, être passionné par ton travail. En fait, voici la meilleure marche à suivre. Et il nous décrit une marche à suivre justement qui va comprendre 5 étapes. Donc, on va structurer plus ou moins notre conversation selon la structure qui est donnée dans le livre. Et la première étape, on a appelé ça le danger de la passion, ou peut-être le danger de commencer ou de tout définir par sa passion. Donc là-dessus, il donne l'exemple du discours de Steve Jobs à Stanford parce que je pense que c'est un exemple vachement instructif de se dire, effectivement, on nous dit tout le temps de suivre notre passion. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Et en fait, le discours de Steve Jobs a peut-être été un petit peu déformé par rapport au message d'origine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux discours? Je pense que tout le monde l'a vu, Steve Jobs dans sa robe avec son espèce de petit chapeau. Ce qui est d'ailleurs drôle, puisqu'il commence le discours en disant que c'est la première fois qu'il assiste à une remise de diplôme, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais il n'a jamais finalement été vraiment diplômé de Stanford, donc c'était intéressant qu'il puisse faire une remise de diplôme. Il me semble que c'était en 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement la date. Euh, et donc il structure son discours et il termine par une phrase qui est assez révélatrice. The only way to do great work is to love what you do. Donc en français, le meilleur moyen en fait de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais au quotidien. Et de ça, en fait, on s'est aperçu que beaucoup de médias, de reprises sur les réseaux sociaux, etc., euh, en fait, se sont dit, OK, le raccourci, c'est Steve Jobs aime son job, il est passionné, suivez votre passion pour faire comme Steve Jobs. Globalement, c'était ça le raccourci. Alors que quand finalement, Et Newport, justement, va aller au contraire de ça en disant, bah, écoute, si Steve Jobs, quand il a commencé, avait suivi sa passion, il aurait été prof de méditation dans son ashram où il allait tout le temps, en fait. Et est-ce que Steve Jobs était passionné par la création d'ordinateurs? Bien sûr que non, parce que de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Et si tu regardes le vrai parcours de Steve Jobs, ben, la biographie il y a 2 bouquins sur Steve Jobs qui sont bien, mais la biographie de Isaacson, qui s'appelle juste Steve Jobs, le montre bien. En gros, c'était un bidouilleur, quoi. C'était un bidouilleur qui avait des trucs qui l'intéressaient, qui cherchait à construire des trucs. Et au final, il est tombé au bon endroit au bon moment et avec les bonnes compétences, un intérêt pour le design, et il a pu monter son truc. Mais est-ce qu'il a suivi sa passion de créer l'ordinateur personnel? Non, parce que du coup, c'était un truc qui n'était pas prévisible au départ. Et donc, en fait, quand il te dit, voilà, la meilleure façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais, il te dit pas, poursuis ce que tu aimes, en fait. C'est un peu l'inverse. Il te dit, fais un truc et deviens tellement bon que tu vas adorer faire ça. Et c'est là où tu vas devenir vraiment le meilleur dans ton domaine et où voilà, personne ne pourrait faire un meilleur
personne n'aurait pu faire les ordinateurs que Steve Jobs faisait parce que c'était lui qui était le plus impliqué dans ces projets. Et en fait, c'est vraiment un système de roue. C'est-à-dire que, tu tu développes des compétences, tu développes un intérêt pour un sujet, qui soit X ou Y. Plus tu vas prendre de connaissances, tu vas documenter, tu vas apprendre, plus en fait, c'est quelque chose qui va devenir, facile pour toi et en fait, tu vas prendre du plaisir à apprendre et ce plaisir-là peut se transformer en passion. Et je pense Moi, que je le vois plutôt comme ça. le second problème qui est vraiment super important à mentionner, c'est que tout le monde a les mêmes passions en fait. Tu vois, si je dis aux gens, ouais, c'est quoi ta passion dans la vie? En gros, les gens aiment le sport, la musique, les films, les séries, ou alors ils aiment lire, ou ils aiment faire du yoga, mais il y a quelques trucs, voilà, que tous les hobbies que les gens peuvent avoir, et il y en a une poignée en fait. Et la majorité des jobs qui apportent de la valeur dans le monde, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'a marqué à vie, mais le mec qui est ingénieur en câble sous-marin. Et en fait, je sais exactement pourquoi ça m'a marqué. C'est parce que le Vietnam est connecté avec les États-Unis par un certain nombre de câbles sous-marins. Et pour une année, pendant que j'étais là, apparemment, un requin avait croqué le câble, en fait. Et apparemment, c'est un vrai problème. Et il avait croqué le câble, et donc le câble fonctionnait plus. Et du coup, on avait plus, enfin, la connexion Internet marchait vraiment pas bien pendant plusieurs semaines et tout. Et plus tard, j'ai découvert que c'était un vrai job. Tu vois, il y a des gens qui passent leur journée à réfléchir à comment est-ce qu'on va protéger nos câbles et nos différentes installations sous-marines des différents requins. Et ils développent tout un tas de systèmes. Ils développent même des espèces de sonars qui font peur aux poissons. Enfin, tout un domaine, tu vois. Et tu dis, est-ce que les mecs étaient passionnés par ça? Probablement pas. Mais t'imagines le mec qui bosse sur ce truc-là tous les jours et qui réfléchit, qui est à l'intersection entre la biologie, presque la psychologie animale, voilà, l'électronique. Ça doit être vraiment quelque chose de très intéressant pour le mec qui a développé les bonnes compétences. Et voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est un mec qui permet qu'on puisse s'appeler avec cette connexion Internet, tu vois. Mais c'est marrant que tu parles de tu parles de cet exemple-là parce que j'ai rencontré il y a quelques mois, justement un ingénieur en câbles sous-marins qui en fait pilote des petits sous-marins, pour aller réparer les câbles, sous l'eau pour la petite histoire, en fait, en France, c'est, 90 des gens sont en freelance, en fait. C'est un métier de freelance. En fait, tu es payé par, des grosses entreprises, donc généralement dans le gaz et cetera, c'est des boîtes comme Total, Shell et cetera. Mais en fait, c'est des personnes qui sont en freelance, qui ont développé des compétences, hyper rares. Ils sont un peu moins de 500 en France à faire ça, partout dans le monde. Donc voilà pour la petite histoire. Ouais, c'est fou. Et du coup, il était passionné ou pas? C'est la grande question, parce que sinon, mon exemple tombe à l'eau. Mais non, pas du tout en fait. Lui, est il était passionné par, alors il aimait les fonds marins, heu, mais il s'est jamais dit quand il était petit, «Je vais devenir, pilote de sous-marin à réparer des câbles, pour des grands industriels, mondiaux», quoi. J'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec les pilotes. Quand il pilote le sous-marin, il le pilote à distance ou lui-même il est dans le sous-marin? Non, c'est des tout petits, enfin des tout petits sous-marins. C'est des sous-marins, que tu contrôles, en fait, tu arrives avec c'est des grosses embarcations, des gros bateaux et généralement ils sont câblés, les sous-marins sont câblés et tu les pilotes, avec imagine une grosse télécommande pour voiture télécommandée mais, avec un peu plus de boutons, quoi. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à toute la partie réalité virtuelle et en fait, est super impressionnante pour ce genre de métier puisque, en fait, demain, ils veulent, tout contrôler, avec tes mains puisque les sous-marins ont des bras articulés et que tu puisses, en fait, tout contrôler avec, tes mains et avec un casque de réalité virtuelle, quoi. C'est assez intéressant, je trouve comme job. Effectivement. Un autre exemple qui est assez proche pour moi, c'est l'idée, tu vois, d'être un copywriter. Donc tout le monde a envie d'écrire, enfin pas tout le monde, mais pas mal de monde a envie d'écrire. Et en fait, parmi les gens qui peuvent être très bien payés, très recherchés dans le domaine de l'écriture, tu as les gens qui savent écrire pour la vente, en fait, qui savent écrire des pages, des emails, qui savent vraiment tourner des phrases pour être persuasif et pour être efficace. Et c'est un truc qui est assez technique, en fait, surtout si tu vas faire des tunnels de vente, des trucs assez longs. Il y a beaucoup de pièces différentes du puzzle. Et la valeur, justement, vient de la capacité à pouvoir comprendre l'ensemble des éléments, comprendre euh, les différents éléments de persuasion que tu as besoin de faire. Et ça vient d'avoir étudié beaucoup, beaucoup d'exemples et avoir vu beaucoup de choses. Et en fait, tu vois que quelqu'un qui a un copywriter peut vraiment être passionné par ces dynamiques et par cette structure et par la manière dont tu vas convertir quelqu'un et les différentes étapes du process de vente.
Et cette personne peut aller regarder une vidéo de vente. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Je vais sur ClickBank, je regarde des vidéos de vente de 45 minutes pour des produits qui n'ont rien à voir, genre comment récupérer ton mari. Tu sais, mes préférés, mon genre préféré, franchement, de vidéos de vente, c'est le survivalisme américain. C'est le mec qui te fait saviez-vous qu'il existe seulement 7 points de, de goulot d'étranglement et si un terroriste pouvait sauter 3 sur 5 points, l'ensemble de la côte est américaine serait plongé dans l'obscurité. Alors voilà comment vous allez acheter mon produit et construisez votre propre panneau solaire. Il y avait un mec tu pouvais même construire ta propre éolienne dans ton jardin de manière à survivre en cas d'attaque terroriste, etc. Et ça, c'est vraiment Et ça, tu vois, c'est un truc qui me concerne et pas ça du tout parce que fonctionne je ou n'irai pas? jamais faire ça. Ça fonctionne, ça va avoir des produits qui cartonnent sur C'est ClickBank. incroyable. Pourquoi je parle de ClickBank? ClickBank, c'est une plateforme américaine qui fait beaucoup d'affiliations. Et donc, ils ont la particularité en fait de donner beaucoup de données sur les produits qui se vendent ou non. Et donc, c'est le truc là dont je te parlais sur les éoliennes. Ça cartonnait, c'était un des produits les plus vendus sur la plateforme. Ils devaient vendre euh, peut-être pas loin d'1 million de dollars par mois. Peut-être que j'exagère, mais c'était au moins quelques centaines de milliers de dollars au mois. Tu vois, Ah, c'est Et la énorme. page de vente était géniale. Tu vois, tu ouvrais cette vidéo. Putain, t'as l'impression d'être dans 24 chrono. T'avais un mec avec une voix rocailleuse. On aurait dit, tu sais, les mecs qui font les trailers aux États-Unis. Previously, tu vois. Avec la petite musique derrière, enfin, Avec, un peu à avec la l'américaine, petite quoi. musique, les Totalement. visuels, t'avais la carte, t'avais les différents points. Qui, oh putain, c'est vrai que, en fait, la civilisation. Et tu rentres dans le truc et tu vois les différents trucs qui te met. Et tu commences vraiment à dire, c'est vrai que notre civilisation ne tient qu'à un fil et il suffirait d'un petit domino qui s'écroule et tout d'un coup, je suis pas du tout préparé et il faut que j'achète des provisions, tu vois, des boîtes de conserve que je stocke chez moi et puis des flingues et un bunker, quoi. C'est ça. En fait, ils te conditionnent et pendant 45 minutes, si tu veux, ils te refont le monde et ils te conditionnent pour derrière, t'as une seule sortie, Ouais. quoi. Et d'un C'est point de acheter ces vue produits. Et d'un point de vue technique, d'un point de vue tu vois, de la compétence, d'un point de vue des éléments qui sont mis en place, c'était juste, ouais, c'est juste vachement, vachement bien fait, vachement rigoureux. Et donc, moi, je peux avoir un intérêt juste à regarder ça, tu vois, et à me dire, putain, c'est vachement intéressant. Tu vois. Et ça, c'est clairement un intérêt qui a été cultivé parce que, bah, vu de l'extérieur, ma passion, moi, quand j'étais petit, c'était de me dire, OK, j'aime bien Harry Potter et je vais écrire des trucs comme Harry Potter. Tu vois, je voulais écrire des trucs d'heroic fantasy ou enfin, un truc qui était assez, à l'époque, un projet qui n'était pas vraiment bien défini. Mais aujourd'hui, je peux pas compétence justement, je peux voir l'intérêt dans ces trucs-là et y prendre du plaisir et vraiment y prendre de la passion. Et moi, le temps que je passe dans ma semaine à lire des pages de vente, à les décomposer, à m'abonner à des séquences email juste pour pouvoir derrière les redécomposer, enfin, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un bon exemple en fait de ce que Ken Newport me donne. Mais typiquement, tu prends l'exemple d'un Jordan Belfort, je pense pas qu'il s'est dit quand il était jeune, je vais faire ce que je vais faire, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vendre des formations pour devenir meilleur, etc. Je pense pas qu'il s'est dit à 8 ans en se levant le matin, je ferai ça de ma vie, quoi. Ouais. Jordan Belfort, du coup, on peut dire c'est le loup de Wall Street. Ouais, exactement. Putain, mon écran d'ordinateur, dis donc. Ah, Non, c'est bon. S'il était juste en veille. Je ne sais pas utiliser un ordinateur. Apparemment, il s'était mis en veille de manière bizarre et s'était éteint ok. directement. Euh, Troisième exemple que je voudrais donner dans cette catégorie, j'étais justement en train d'écouter ce matin un épisode sur le podcast Tropical MBA sur des personnes qui avaient monté un business qui marchait vachement bien. Et la thématique de leur business, c'était permettre à des expatriés américains de remplir leur fiche d'impôt, en fait. Et donc, c'était un cabinet de comptables spécialisé dans les expatriés. Donc, c'était assez pointu, et les expatriés américains uniquement. Et du coup, c'était quoi, un business automatisé? Comment ça se passait? Bah, du coup, ils ont toute une équipe de comptables tu vois, qui font les fiches d'impôt pour les gens, quoi. Et eux, ils D'accord. ont monté ça. C'est un couple, ils sont deux. Et ils ont monté ce business qui cartonne, voilà, qui fait des millions et des millions chaque mois. Ça fait presque une dizaine d'années qu'ils ont monté ce truc-là. Et c'était intéressant de voir comment vous avez choisi cette idée, qui a envie de travailler dans les impôts. Et en gros, l'idée, c'était de dire, ben, moi, elle connaissait vachement bien tout ce qui était le marketing de services financiers, parce qu'elle avait travaillé dans des banques et elle comprenait un peu cette dimension-là. Lui, il était très calé sur toute la partie financière et puis la partie comptabilité, etc. Et donc, du coup, ils ont vraiment fait levier sur leurs compétences. Et quand ils en parlent,
ça a l'air d'un truc qui les intéresse et qui les fascine complètement, tu vois. Alors que tu pourrais dire, ouais, les impôts, c'est chiant. Mais pour eux, au final, ils ont développé la compétence, ils grossissent leur business, c'est ce qui les intéresse. Et donc, ils y prennent un vrai plaisir. Versus s'ils avaient essayé de monter un blog de développement personnel comme tout le monde essaye de faire, bah, il aurait peut-être été beaucoup plus difficile de faire décoller ce business parce que c'est une compétence voilà, qui est moins rare. Et donc, tu vois, ils auraient eu plus de difficultés et peut-être qu'ils n'y auraient pas trouvé la même satisfaction. Là, de se dire, ah, c'est vrai qu'on apporte un vrai service, on aide vraiment les gens. Et en plus, ce qu'on fait, ça cartonne et on touche pas mal de monde. Et voilà, tous les ans, on fait que grossir, quoi. Et ça me revient à l'idée qui pour moi est centrale, c'est vraiment l'offre et la demande, en fait. C'est l'idée de te dire, ah, si tu suis juste une passion de base, et par passion, on pourrait presque dire un hobby, quoi, un intérêt que tu as envie de faire le week-end, tout le monde a un peu les mêmes intérêts. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et il vaut beaucoup mieux avoir la compétence rare du mec qui va être soit un ingénieur en câble sous-marin, soit un expert comptable, soit un copywriter qui a une compétence rare et qui, du coup, va pouvoir être en position de négociation vachement plus privilégiée grâce à ce concept d'offre et de demande. Exactement. Ouais, parce que, enfin, en fait, c'est ça, ce que tu dis est intéressant, c'est que généralement, tes passions sont finalement des hobbies. Euh, Parmi les personnes qui sont passionnées, si tu veux, devenir chanteur, et combien de personnes deviendront chanteurs, tu vois? C'est ce genre de, ou je sais pas, je veux devenir footballeur. En fait, c'est tellement, c'est des cas, pour moi, c'est quasiment des cas particuliers, des personnes qui avaient cette passion-là de devenir un sportif de haut niveau ou, ou de, voilà, de chanter ou autre. C'est tellement rare que il faut pas prendre ça comme quelque chose de. C'est pas la norme, quoi. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu veux rebondir sur le truc du professeur de Yale? Parce Ouais. que je suis pas exactement sûr de ce que ça Du veut coup, dire. c'était l'idée de, en fait, finalement, devenir passionné, et par rapport aux exemples que tu donnais, c'est quelque chose qui prend du temps. Et, Cole Newport en parle plutôt bien. Il prend l'exemple d'une professeure de Yale qui avait interrogé des personnes au Canada pour essayer de comprendre la distinction entre un emploi, donc un moyen de payer ses factures, de vivre au quotidien, euh, une carrière, donc en gros le chemin et l'aboutissement pour avoir un meilleur travail, et la vocation. Par vocation, c'est bah, tu deviens quasiment passionné, et travailler pour toi au quotidien, c'est un plaisir. Et donc, du coup, elle a interrogé des personnes qui exerçaient le même travail avec les mêmes responsabilités. Et en gros, elle s'est aperçue que les personnes qui considéraient leur job comme quelque chose de vital et comme une vocation, justement, en fait, c'est les personnes qui avaient le plus d'expérience dans ce job-là. Et qu'en fait, tu peux facilement comprendre que toutes les années que tu as passées à développer des compétences spécifiques à ce job-là t'ont permis en fait de gagner en autonomie, d'avoir un peu l'approbation des pairs, d'être plus efficace dans ton travail. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu développes des compétences, tu es plus efficace et plus autonome, qu'en fait ces personnes-là ont vraiment commencé à s'épanouir, à prendre du plaisir dans leur métier. Et donc du coup de passer d'un emploi pour payer ses factures à vraiment une vocation et à un plaisir quotidien. Sur ce sujet, on va enclencher sur l'idée qui est centrale dans le bouquin, qui est d'opposer justement cet état d'esprit de passion à l'état d'esprit que lui, il appelle l'état d'esprit d'artisan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? En fait, c'est intéressant. Lui parle de donc pour lui, l'état d'esprit d'un passionné, ça se résume en une seule question, c'est de se dire: «Qu'est-ce que le monde peut m'offrir?» Donc en fait, via cette question-là, on se rend compte que, bah, c'est quand même c'est une question qui est centrée sur toi-même. C'est typiquement, l'exemple, moi j'avais l'idée, l'exemple du jeune diplômé, qui démarre, jeune diplômé d'une école de commerce, prenons le cliché, qui démarre dans un CDI en entreprise et qui se dit, «OK, heu, finalement, on connaît pas grand-chose, on a peu de responsabilités, on a peu d'autonomie, on est très cadré au début». Et lui va se dire: «Mais en fait, qu'est-ce que cette entreprise peut m'offrir? J'en retire rien, je suis déçu». Plutôt que de se concentrer en se disant: «OK, bah, en fait, j'ai 2 3 ans où, bah, je vais peut-être faire des tâches ingrates, mais je vais essayer de développer des compétences spécifiques». Bah, avoir cet état d'esprit un peu passionné, et en fait, c'est hyper centré sur toi-même et tu te dis: «OK, bah, en fait, cette boîte, elle a rien à m'offrir», et tu tombes, bah, sur des choses où tu es pas satisfait de tes journées, tu es pas satisfait de ton travail.
Et donc, il oppose cet état d'esprit de passion à ce que tu disais, l'état d'esprit d'artisan, où là, la question est inversée, c'est qu'est-ce que toi, tu peux offrir au monde? Donc là, tu es vraiment orienté création de valeur. Je sais pas si tu peux faire peut-être des parallèles avec ce que tu fais ou sur des sujets d'entrepreneuriat ou Ben, c'est clair qu'il y a différence. Disons qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont vouloir monter un business en ligne. Et il y a des personnes qui partent avec la bonne mentalité ou la mauvaise mentalité. Je dirais qu'un truc risqué, c'est les gens qui me disent ouais, donc je vais monter un business en ligne automatique qui va me rapporter tant d'argent, qui va faire ci, qui va faire ça, tu vois. Et bah, est-ce que ton business va fonctionner ou pas? Il y a vraiment un problème d'offre et de demande, de marché. Enfin, tu peux pas forcément monter un petit business rapidos qui va te rapporter de l'argent parce que si tu pouvais monter un business rapidos qui te rapporterait de l'argent, tout le monde le ferait. Donc, il y aurait trop de compétition. Donc, ça rapporterait plus d'argent. Typiquement, aujourd'hui, voilà, il fut un temps où tu pouvais lancer un blog et puis avoir du trafic et faire ta place. Aujourd'hui, peux monter un blog et gagner des sous avec, mais tu as intérêt à être bon et à faire quelque chose d'un peu unique. Et donc, si tu veux monter en fait ce business qui va fonctionner, la vraie question à te poser, c'est où est-ce que je peux être différent, où est-ce que je peux être meilleur, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Et si tu commences par tes besoins à toi, est-ce que tu veux que le business t'apporte, tu n'as aucune garantie que le business fonctionne, puisque honnêtement, personne n'en a rien à foutre de toi, tes besoins et de tes priorités. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont interagir avec toi et avec ton business et ils vont acheter ce que tu proposes si tu leur apportes quelque chose qui est intéressant pour eux. Donc là, le parallèle est en fait le même que par rapport à ton nouveau diplômé ou par rapport à un mec qui va être salarié. C'est-à-dire que ben, l'entreprise, elle s'en fout un petit peu de toi, ce que tu as envie de faire, quoi. L'entreprise, elle s'intéresse à ce que tu peux lui apporter. Et tu seras mieux payé si tu peux apporter quelque chose qui est plus précieux à l'entreprise. Et en particulier, ce que tu peux lui apporter, c'est à la fois précieux, c'est aussi rare. Parce qu'encore une fois, offre et la demande, le prix d'un bien ou d'une compétence ou d'un travail va monter si peu de gens peuvent offrir ce travail. J'imagine que le mec qui est un bon conducteur de câbles sous-marins, puisque apparemment c'est notre exemple préféré, et ben ce mec-là, il doit bien gagner sa vie. Bah, parce que il n'y a pas 115 000 personnes qui peuvent le remplacer, quoi. Et si le mec il fait bien son boulot, à mon avis, la boîte elle est prête à payer pour la qualité. Pourquoi? Parce que bah, ton cap sous-marin a pété. À mon avis, tu dois perdre beaucoup d'argent par jour tant qu'il n'est pas réparé, quoi. Donc, tu vas pas envoyer un mec tu vas envoyer le meilleur mec que tu peux trouver. Tu vas le payer ce qu'il te demande, voilà, parce qu'il est simplement en position d'avantage dans la négociation. ça me faisait penser, je rebondissais à ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est là où tu vois de plus en plus de vendeurs de rêves qui te vendent des business automatisés, hyper simples à mettre en place. En un mois, tu vas pouvoir dégager des revenus passifs de 10 000 euros par mois. En fait, c'est pas comme ça que tu vas vraiment développer des compétences et que tu vas intéresser les gens et créer suffisamment de valeur pour qu'ils soient prêts à acheter, quoi. On peut le dire de manière très simple, c'est-à-dire que quand on dit qu'un business peut être fait par n'importe qui, c'est forcément un mensonge. Pourquoi? Parce que si un business pouvait être fait par n'importe qui, je ne te vendrais pas une formation dessus. Ce que je ferais, c'est que j'engagerais 10 mecs pour monter le business et pour faire 10 fois plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que gagner 1000 euros, je sais pas combien ils peuvent vendre ça, 1000 euros à te vendre un truc, j'engagerais un mec pour le SMIC, il me ferait le truc et je montrais le business moi-même et j'aurais un portfolio énorme de business. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, hein, les sites de niche. À l'origine, n'importe qui pouvait monter un site de niche et bien vite. Et moi, je les connais. Je connais X mecs qui font ça, qui ont des équipes entières de gens qui font que monter des sites de niche toute la journée et qui ont monté des équipes et qui font ça. Pourquoi? Parce que n'importe qui pouvait le faire. C'était assez facile à faire. Donc, du coup, la concurrence a explosé. Et maintenant, du coup, c'est redevenu ironiquement un truc où il faut être vachement compétent en référencement, en gestion, en organisation de tes équipes pour produire le truc et pour être fort, tu vois, et pour rester sur. Donc, en fait, il y a pas de gratuit, tu vois. Si tu veux monter un business, tu veux développer un revenu, etc., soit tu es super, soit tu es le premier à découvrir une opportunité, soit tu as les compétences que les gens n'ont pas, soit tu as les actifs que les gens n'ont pas. Et par là, ce que je veux dire, c'est que tu as des contacts, des ressources, une audience, etc., qui te permettent d'accéder au truc. Euh, mais rien n'est. Il peut pas y avoir par définition de business ultra facile à monter que n'importe qui peut monter parce que sinon tout le monde l'aurait fait ou plus simplement on aurait recruté du monde pour le faire et on aurait blindé l'opportunité et au final ça serait pété la figure. Et ça on le voit systématiquement. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est le plus visible sur le domaine de Amazon FBA.
Il fut un temps où voilà, beaucoup de gens pouvaient monter des business Amazon, mais rapidement, c'est devenu de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, les mecs que je connais sur Amazon, c'est des killers. Ils connaissent tout, ils ont leurs fournisseurs en Chine, ils savent comment négocier avec les Chinois, comment designer des produits, comment gérer des équipes dans différents pays, sur différentes langues, sur différentes marketplaces. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a des vraies compétences qui sont là et qui nous sont nécessaires de plus en plus pour être concurrents sur ce marché, quoi. Il n'y a pas de gain facile. Mais par contre, après, il faut que tu aies développé ces compétences. Et c'est là que ça devient intéressant, même sur la partie formation. C'est-à-dire si tu peux vraiment acquérir des vraies compétences que assez peu de gens ont, là, tu peux faire des sous, tu peux développer un business, tu peux avoir une autonomie, un revenu. On va les mettre passif entre de gros guillemets parce que le revenu passif, c'est quelque chose qui est largement survendu. Mais tu peux avoir en tout cas un revenu avec un effet de levier qui est important sur ton temps. Et voilà, et ça fonctionne et ça vient en fait du fait d'avoir quelque chose qui ne peut pas être répliqué facilement. Et encore une fois, ça revient à dire avoir soit une compétence qui est à la fois rare et utile, ou alors un actif qui ne peut pas être répliqué par quelqu'un d'autre facilement. Exactement. D'où l'intérêt de développer justement des compétences qui soient suffisamment rares et valuable, c'est-à-dire qui ont suffisamment de valeur pour de valeur, quoi, tout simplement. Donc, pour donner deux petits exemples là-dessus, tu penses compétences rares et à la fois utiles. Aucun élément, par exemple, si tu veux prendre le community manager standard, tu vois, c'est quelqu'un qui fait un travail qui est finalement utile. Pas mal d'entreprises ont besoin de quelqu'un qui va gérer leur page Facebook, etc. Le problème, c'est qu'il n'a pas une compétence qui est rare, à moins qu'il soit vraiment le meilleur community manager de France. Et encore, je ne sais pas trop comment on pourrait le définir. Mais la plupart des gens qui vont poster du contenu sur Facebook et répondre aux tweets, le problème et la raison pour laquelle ils vont avoir du mal à s'en sortir et du mal à vraiment gagner des sous, c'est que leur compétence n'est pas rare en fait et on peut assez rapidement apprendre comment devenir community manager, en tout cas à ce niveau basique. Peut-être qu'il y a des community managers qui font très très bien leur travail et qui pour le coup ont une position de négociation, mais ça ne doit pas être le cas de la majorité des gens. Et l'inverse de ça, si on imagine une personne qui a une compétence qui est rare mais pas utile, t'imagines le mec qui est le plus gros spécialiste de Star Wars en France. Donc c'est assez difficile de connaître aussi bien Star Wars. Il a vu non seulement tous les films, mais il a joué à tous les jeux vidéo. Il a lu tous les bouquins, tu sais, les romans là, qui sont vendus sur Star Wars. Il a acheté le bouquin, moi j'avais ça quand j'étais gosse, de George Lucas, où tu as les plans du Faucon Millennium avec les différentes parties et tout, enfin un truc de ouf. Le problème, c'est que pas grand monde peut monétiser cette compétence et savoir quoi en faire. Sauf si, je sais pas, il a monté un podcast Star Wars qui permet de parler de sa passion et qui peut vendre de la pub, etc. Mais probablement, Alors tu rigoles, probablement c'est une compétence qui est. Vas-y. mais alors c'est marrant. Tu sais que j'ai découvert un podcast sur Star Wars récemment, mais qui fait ça à titre bénévole et il n'y a rien à vendre derrière. Mais voilà, pour ton info, il y a un podcast français de quelqu'un qui parle de Star Wars. Tu te souviens du nom? Je peux te retrouver ça. C'est quelque chose qui fonctionne pas mal, hein. Ah ouais, Euh, j'en suis sûr. Et pour préciser, je dénigre pas du tout la compétence, hein. Je disais non, juste non. que c'est effectivement une compétence qui est rare, qui est difficile à acquérir et qui est intéressante. Le problème, c'est qu'effectivement, en termes de carrière, il y a assez peu de demandes en fait pour des spécialistes de Star Wars. Donc, tu aurais plus de mal à monétiser cette compétence. Quoique, à mon avis, il y a des exceptions, hein. Peut-être que si tu es un spécialiste ultra pointu de l'univers de Star Wars, tu peux aller bosser pour Disney et être coordinateur de leur produit dérivé ou un truc comme ça. Et là, c'est génial, tu vois. Et du coup, tu es Ouais. tombé dans un truc où il y a une demande. Alors le podcast s'appelle Hyperdrive. Est-ce que tu sais ce qui est Hyperdrive? Il me semblait que c'est C'est pas la vitesse le truc qui lumière? ouais, c'est ça, je pense. Ou alors, c'est le composant de ton vaisseau spéciaux qui te permet d'aller super vite. Bah je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un podcast français, donc Hyperdrive. Voilà. Donc, bienvenue sur le podcast amateur de Star Wars. C'est ça. Bah voilà. Voilà. Bah Et voilà. je pense que d'un point de vue pratique, la conséquence de tout ça, c'est tout simplement que au départ, tu vas commencer par des choses qui sont pas forcément les plus passionnantes en fait. Si on prend l'exemple du tennis, un gars qui veut devenir champion de tennis, bah, il commence pas sous les feux du projecteur à Roland Garros. Au départ, c'est pas glamour quoi. Le champion de tennis, c'est un mec qui à 10 ans tape 1000 balles par jour et on lui envoie un truc et il fait 1000 droits à la chaîne pour perfectionner son coup droit. Et ça s'applique un C'est peu ce à que tout te le dit, monde. Tu peux donner, si tu veux, ouais, c'est l'exemple. ce que te dit, André Agassi dans sa biographie Open, quoi. C'est que euh, c'est- Ouais, qui est énorme. c'était très très loin d'être fun à ses débuts, quoi.
Et tout sport, en fait, c'est la répétition des éléments de base pour atteindre une vraie compétence et être vraiment pointu sur les fondamentaux. Mais ça se généralise à tout. Si tu veux, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui veut écrire des scénarios pour la télé, par exemple. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut écrire effectivement des scénarios pour la télé, il va pas demain écrire le prochain, la prochaine émission télé qui va cartonner en France ou aux États-Unis. Non, en fait, il va commencer par faire de la pige, relire en fait ce que d'autres personnes lui envoient. Et en fait, c'est là-dessus où il va commencer à développer une sensibilité, à en fait enrichir ses connaissances de ce qu'il peut lire, de ce qu'il peut découvrir. La première step est quand même super ingrate, quoi. Tu relis et tu fais de la pige pour d'autres personnes. Enfin, c'est loin d'être fun, quoi. Si toi, ton objectif, c'est d'être scénariste télé, il y a quand même un gap entre les deux, quoi. Mais finalement, c'est exactement ce que tu peux voir. On en discutait tout à l'heure sur en fait tout le beau storytelling que tu as sur les entrepreneurs à succès qui ont fonctionné dans les médias. En fait, on te présente l'aboutissement de ce qu'ils sont, mais on te dit pas que bah, au début, ils ont commencé par des choses ingrates, ils ont testé peut-être des choses dans des entreprises avant de s'émanciper de tout ça, et que en fait, bah, pour arriver à un niveau de succès et à prendre du plaisir dans ce que tu fais, bah, tu commences peut-être effectivement par des choses un peu ingrates, un peu chiantes, qui sont pas le plus fun, quoi. Et dans le domaine entrepreneurial, c'est un truc qui est rarement discuté, mais c'est de se dire que tu vas pas toujours commencer en fait par le gros business super sexy au départ. Et la meilleure présentation que j'en ai vue, c'est un mec qui s'appelle Rob Walling, qui a un concept que je vais appeler la méthode de l'escalier. En anglais, c'est le stair-step approach. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, à l'époque où moi, je l'avais vu présenter ce truc-là en conférence. Et à l'époque, il avait monté un business qui était un business SaaS d'automatisation d'email, un vachement beau produit qui s'appelle Drip, qui a depuis d'ailleurs été vendu à Lead Pages, donc ils sont tous devenus riches. Et il avait ce business voilà, vachement cool avec toute son équipe, de l'automatisation. Et il te racontait que quand il avait commencé, en fait, pour avoir les compétences de faire un business aussi complexe et aussi riche que Drip, il avait commencé avec des sites e-commerce où il vendait des serviettes de plage. Donc au départ, il faisait un truc tout con, il vendait des serviettes de plage et en fait, il avait appris comme ça le SEO, le référencement, et il avait appris comment un petit peu gérer son business. Alors, en faisant un truc pas très sexy en fait, et assez simple. Et au fil du temps, il avait développé ses compétences, ce qui lui a permis de monter d'un cran, d'où l'idée de l'escalier, puisqu'il y a plusieurs marches. Il avait monté une marche, il avait commencé à vendre des plugins WordPress assez simples. Et ensuite, il avait commencé à vendre un premier produit par abonnement. Et au final, en fait, au bout de plusieurs étapes, il en était venu à monter cette boîte super sexy d'automatisation par email, etc. Tu sais s'il avait cet objectif-là de monter ça ou c'est un peu, il a testé et il est monté un peu comme C'est ça. venu au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui aurait pu être prédit, tu vois. Mais il a commencé en se disant, OK, moi, je connais rien, tu vois. Quand tu connais rien, tu vas pas monter un produit ultra complexe. Tu vas commencer par un projet plus humble que tu peux faire, que tu peux exécuter, qui déjà va t'apprendre pas mal de choses, tu vois. Et en fait, tout le monde se dit, ouais, ce business, tu vois, ça manquait un peu d'ambition par rapport à ce que je veux faire. Mais souviens-toi que même un gars comme Elon Musk, il avait commencé à l'origine par une boîte qui s'appelait Zip2, dont pas grand monde se souvient aujourd'hui, même si ça avait bien marché. Ensuite, il avait fait PayPal, ensuite, il avait fait SpaceX, tu vois. Et ouais, tu peux commencer par un projet au départ qui est pas ultra sexy, et en disant que tu vas développer des compétences pour passer à autre chose dans un horizon de 3 à 5 à 10 ans. Et c'est aussi comme ça que tu te construis tes opportunités. Tu vois, typiquement, si tu reprends l'exemple de Rob Walling, en gros, au début, c'est les serviettes. Il s'est dit, OK, après, il est parti du coup sur la next step où il a commencé à créer des plugins WordPress. En fait, tu vois que bah, ce que tu dis, étape par étape, il a augmenté et il s'est créé aussi des opportunités à chaque moment de son process pour développer la finalité de son projet à la fin, quoi. Et justement, j'aime bien le terme que Cal Newport utilise pour quantifier ça. Donc, cette idée tu trouves des opportunités. Pourquoi est-ce que tu trouves des opportunités? Parce que tu développes ce que lui appelle un capital de carrière. Donc, le capital de carrière, essentiellement, c'est l'ensemble de tes compétences, de tes expériences. Tu vois, c'est ce qui te permet d'avoir de la valeur, de tes contacts, etc. Et il te dit, bah, OK, tu vas te concentrer sur développer ce capital de carrière qui peut être investi dans différents projets. Et il me semblait qu'il parlait aussi de la. Je sais pas, peut-être que tu peux en parler sur la théorie des 10 000 heures, enfin la règle des 10 000 heures qui est, bah, qu'on entend quand même. Enfin, il n'est pas le seul à en parler, mais qui est un concept relativement intéressant quand même. Ouais. Donc les 10 000 heures, ça vient de Anders Ericsson, un psychologue américain
Le concept a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Malcolm Gladwell dans un bouquin qui s'appelle Outliers. Et le concept de base, c'est que si tu veux devenir un maître, tu veux devenir excellent dans un domaine, il te faut 10 000 heures de pratique délibérée de ce domaine-là. Et le concept est dérivé de différentes études qui regardaient les violonistes, les joueurs d'échecs et les différents types de sportifs et qui découvraient que le point commun, c'était un élément de bascule. Après 10 000 heures de pratique délibérée, il y avait les gens atteignaient une maîtrise d'un domaine. Et en fait, le chiffre de 10 000 heures est assez discuté et assez débattu parce qu'il n'est pas nécessairement considéré comme étant universel. En revanche, le concept qui est parfois, on y fait parfois moins attention, mais c'est là le concept qui est vraiment important, c'est le concept de pratique délibérée. C'est ça. Le pratique délibérée revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mec qui va relire les scripts, sur le tennisman qui va pratiquer son coup droit en fait. La pratique délibérée, c'est de te dire, je vais prendre un petit élément, un élément fondamental de mon travail, de mon art, de ma discipline, de ma carrière, et je vais pratiquer cet élément-là jusqu'à le maîtriser. Et en fait, la pratique délibérée, c'est cette répétition, c'est le truc que tu fais tous les jours, qui peut être un peu pénible, qui est un peu fastidieux, mais qui te permet vraiment de maîtriser ces fondamentaux-là, qui vont ensuite être appliqués dans des projets, encore une fois, plus sexy. Exactement. Et l'important aussi dans ces 10 000 heures, c'est effectivement ce que tu dis, c'est pas de passer 10 000 heures, mais c'est en fait, c'est quel type de travail, quel type de tâche tu fais sur ces 10 000 heures. Et typiquement, par exemple, les joueurs d'échecs, parce que c'est les exemples qui reviennent souvent, c'est au-delà de jouer en fait 10 000 heures, l'important, c'est aussi de t'entourer des bonnes personnes, de prendre des retours sur des stratégies que tu mets en place. Genre, je suis pas un joueur d'échecs professionnel, mais l'idée, en fait, c'est la pratique délibérée, c'est une pratique intelligente de ta discipline, quoi. Sur le joueur d'échecs, il donne un exemple assez précis qui est intéressant. Il dit, OK, si vous voulez devenir un très bon joueur d'échecs, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut, numéro un, jouer un maximum de tournois? Ou numéro 2, étudier les échecs dans des livres? Et en gros, dans les livres, ce que tu vois, c'est tu vois différentes situations et différents puzzles dont tu dois te sortir. Et ils avaient découvert qu'il y avait une réponse à cette question. Et que la réponse à cette question, c'était que les gens qui étudiaient d'un point de vue fondamental dans les livres, en utilisant différentes situations, progressaient plus vite, en fait. Parce que, effectivement, c'était moins marrant pour eux parce qu'ils n'allaient pas faire différents matchs et vraiment jouer des parties, mais ils allaient étudier des éléments fondamentaux. Et là-dessus, il y a un autre bouquin qui est vachement intéressant, c'est Art of Learning de Josh Waitzkin, qui était un prodige des échecs. Ils ont fait un film sur lui qui s'appelle Searching for Bobby Fischer. Et en gros, il dit que pour pratiquer les échecs, au départ, ce qu'il fait, c'est qu'il retire presque toutes les pièces, en fait. Et il force les gens à jouer. Ils ont genre un roi et un pion. Ils doivent jouer contre l'autre avec juste un roi et un pion. Et parce que ça leur apprend vraiment les fondamentaux du positionnement. Effectivement, c'est plus fastidieux. Tu as moins d'options, tu as moins de trucs. Mais tu pratiques ces quelques mouvements avec juste une poignée de pièces. C'est là où tu vas apprendre en fait les dynamiques fondamentales du jeu d'échecs. Et tu reviens encore une fois sur étape par étape, tu vois. Tu commences avec quelques pions et au fur et à mesure, en fait, tu vas enrichir, je dirais, ta boîte à outils plutôt que en fait, d'avoir tous tes pions, apprendre toutes les techniques d'un coup et en fait être incapable de les utiliser quand tu te retrouves justement en tournoi, par exemple, tu vois. Ouais. Je propose qu'on passe directement à l'élément 4, puisque les autres éléments, on en a déjà parlé. Yes. Et sur ce, quel est le résultat en fait de tout ça? C'est-à-dire, tu as développé tes compétences, tu as investi sur des éléments qui sont rares, tu as fait la pratique délibérée, tu as développé vraiment une compétence qui est à la fois rare et utile. Qu'est-ce qui va se passer après? Là, justement, c'est intéressant, c'est que il parle d'une loi, de Law of Financial Viability, en gros, qui est finalement une sorte de validation, de te dire: «Attention, en fait, tu as gagné en autonomie, tu as pris des compétences. Maintenant, la next step, c'est de prendre le contrôle de ton environnement et prendre et avoir le choix de faire, ce que tu as envie de faire». Mais il y a une sorte de validation qui te dit, heu, comment tu investis tes compétences? Bah, la réponse, c'est en faisant ce que les gens sont prêts à payer. Et c'est là où le concept d'argent est intéressant puisque, en fait, l'argent, c'est quoi? C'est finalement un indicateur assez neutre. C'est-à-dire que si les gens sont pas prêts à payer pour ce que tu fais, en fait, tu leur tu aucune valeur dans tes compétences. Enfin, aucune valeur, c'est peut-être un peu binaire, mais tu pas suffisamment de valeur à un instant T pour te permettre de prendre le contrôle et de vivre de ce que tu as envie de faire. Et c'est là où c'est important et c'est très, très lié avec tes compétences. C'est-à-dire que si tu développes tes compétences dans ton coin,
Tu t'émancipes, par exemple, tu es dans une entreprise et tu t'émancipes complètement de cette entreprise pour lancer ton business en ligne typiquement, mais qu'en fait, tu t'es pas assuré derrière que les gens étaient prêts à payer pour ce que tu fais et tu leur créais suffisamment de valeur et tu répondais suffisamment bien à leurs problématiques et à leurs besoins. Si tu n'as pas validé ça avant, en fait, c'est un des pièges qu'il évoque dans le bouquin. Bah, le piège, c'est que tu puisses pas valider ça et que en fait, tu retournes à la case départ. Ouais. Toi, tu évoquais la partie effet de levier. Peut-être que tu peux en parler un peu plus. Je trouvais ça intéressant avec les exemples que tu me donnais. Donc les gens qui ont suivi ma chaîne YouTube savent que j'ai un intérêt en particulier pour l'idée de négociation. J'avais fait des vidéos sur un film qui s'appelle Night Call, où en fait on voit le personnage au départ, comment s'il débute dans le milieu, il va vendre des trucs à une chaîne de télé, il vend des émissions à une chaîne de télé. Et au départ, il arrive et elle lui fait OK, ça je te le prends pour, mettons, $100. Et lui fait oui, mais non. Elle fait non, c'est $100. Tu le prends ou tu te casses. Mettons, si tu pars et tu le vends pas chez nous, tu peux le vendre nulle part ailleurs. Donc il n'a aucun effet de levier, il n'a aucun pouvoir dans cette négociation. Il est obligé d'accepter les termes qu'on lui dicte. Et à la fin du film, il revient et évidemment, il a acquis un effet de levier, il a acquis en fait une exclusivité, un contenu que la chaîne désire. Et donc, c'est lui, il a du coup tout l'effet de levier de son côté. Il a le pouvoir, au contraire, de refuser la négociation et de partir voir ailleurs. Donc, il a mis toutes les cartes de son côté. Il a les cartes en main par rapport à la négociation. Et en fait, l'ensemble de notre économie fonctionne sur un système d'offres et de demandes qui fonctionne aussi sur un système de négociation, en fait. C'est-à-dire que si tu as les cartes en main, tu as les compétences rares, tu peux prendre le contrôle de ton environnement en étant capable de négocier ça. Un exemple intéressant, si on revient sur un truc entrepreneurial, moi j'aime beaucoup comprendre l'origine des YouTubeurs. Et un youtubeur vraiment intéressant, c'est Casey Neistat, qui est un grand vlogueur américain qui fait un truc super cool, un vlog où il est à New York, il se filme sa journée, il fait des milliers de dollars par jour avec son vlog, enfin c'est génial. Mais si tu regardes l'histoire de ce mec, et en particulier, il y a une vidéo vachement cool qui s'appelle Casey Neistat What You Don't See sur la chaîne Nerdwriter. Tu découvres en fait comment il a développé cette chaîne. Et en fait, avant de développer cette chaîne, il avait passé des années à faire des petites vidéos dans son coin. Il avait ensuite vendu une émission sur HBO. Il avait développé un style de storytelling totalement unique, basé sur son petit caméscope, un truc un petit peu artisanal, etc. Et en fait, ça lui a pris des années. Et en particulier, ça a pris l'arrivée de la plateforme YouTube pour faire levier en fait et pour lui permettre d'utiliser ses compétences à une telle échelle. Parce qu'au final, au départ, un mec qui est capable de faire des vidéos de manière un peu artisanale, il n'a pas un effet de levier énorme sur ce qu'il fait parce que ça va être compliqué de vendre son émission à la télé. Il avait réussi à faire une émission sur HBO, mais il y avait une limitation. Versus tout à coup, ce mec, tu lui donnes un levier et tu le mets sur YouTube et il peut faire une vidéo par jour avec un style totalement unique qui lui est propre. Et voilà, c'est un truc qui a été développé sur 10 ans. Donc, on revient à la fois sur l'idée de développer des compétences et à la fois de trouver le bon effet de levier, le bon endroit où pouvoir vraiment l'appliquer. Et sur ce domaine, juste pour revenir sur les compétences, moi, ce que j'avais kiffé quand j'ai découvert Norman et compagnie, quand Norman fait des vidéos, Cyprien, etc. sont montés, c'est-à-dire il y a, mettons, dans les années 2010, quoi. En 2010, ils ont commencé à devenir connus et les gens en parlaient pas mal. Et j'avais été regarder sur leur chaîne YouTube leurs premières vidéos. Et en particulier, Norman, un mec qui s'appelle Hugo tout seul et un mec qui s'appelle Kemar faisaient des vidéos sur Dailymotion, mais quand ils avaient vraiment 14-15 ans, quoi. Et les mecs, ils faisaient des vidéos quand ils avaient 14-15 ans dans leur chambre avec des blagues. Ça s'appelait le Velcro. Et c'est encore en ligne, ça existe toujours. Et c'est vraiment, c'est eux qui le filment, tu vois. Il y a le son, c'est vraiment le caméscope des papas. Enfin, c'est vraiment. Et tu te dis, putain, ces mecs, ils ont vraiment développé ces compétences-là. Ils ont été au bon endroit, au bon moment sur la plateforme pour vraiment sortir avec un style, avec un humour qui était peaufiné, avec des compétences devant la caméra, etc. Tu vois. Et du coup, ils ont développé étape 1, les compétences. Étape 2, ils sont arrivés au bon endroit, au bon moment avec le bon effet levier. Et étape 3, du coup, ça décolle et ils ont un contrôle énorme. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui ont des audiences, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin, Norman, il est parti en tournée dans toute la France. Voilà, il a percé d'un point de vue très rapide sur le domaine de l'humour grâce à ses compétences, grâce à cet effet de levier. Et ça, c'est vraiment intéressant de penser que est-ce qu'au départ, eux, ils avaient prévu qu'ils allaient faire ça? Probablement pas. Tu vois, ça aurait été dur de prédire vraiment ça. Pareil pour Casey Neistat. Est-ce qu'il aurait pu prédire qu'il allait faire des vidéos sur YouTube? C'était impossible. Mais en revanche,
ils pouvaient comprendre que tiens, on fait des vidéos, on va essayer de les faire, on va apprendre des trucs, on va s'améliorer. Et au final, ça a apporté ses fruits de cette manière. Et tu peux imaginer que dans un monde différent où il n'y aurait pas eu YouTube, où il y aurait des opportunités différentes, voilà, ils auraient trouvé une manière différente d'appliquer leurs compétences de manière viable, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, de manière qu'ils puissent toucher beaucoup de monde, rapporter de l'argent. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes ces personnes-là, là, parce que c'est intéressant, les youtubeurs sont quand même, ont une belle visibilité, c'est que chacun s'est approprié ses propres compétences. Pardon. Typiquement, tu regardes un Casey Neistat, quand tu regardes, moi, une vidéo qui m'a beaucoup marqué, c'est, il me semble que c'était pour, est-ce que c'était pour Nike? Nike lui a donné un budget pour faire pour faire une campagne de promotion. Bah, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avec ce budget-là, il a fait le tour du monde en, en faisant la promotion pour Nike. Mais en fait, c'est là où il s'est approprié, il a développé ses propres compétences, son propre style. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a que Casey qui sait faire ce qu'il sait faire. Alors, il y a plein de copycats qui existent, même en France, sans les citer, il y a des copycats, mais à l'origine, tout le monde se rappelle que Casey Neistat a développé ces compétences-là de vlog, a instauré un nouveau style et a rendu un peu ses lettres de noblesse à de la vidéo en ayant un vrai storytelling. Et quasiment, ces vidéos sont quasiment, c'est des mini-séquences de cinéma, quoi, sur certaines des vidéos qui sont. Je me souviens de son premier vlog, c'est assez drôle parce qu'il avait posté l'autre jour. C'était où? C'était son premier vlog. Et c'est en vacances ou non, à New York? Son premier vlog, il était en déplacement, si je me souviens bien, c'était à Amsterdam ou une histoire comme ça. Et dans les commentaires, les gens sont super perturbés. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont perturbés parce que le vlog, ça existait déjà, mais le vlog, c'était uniquement tu tiens ta caméra à la main et tu filmes ta tête. Et dans Casey Neistat, il y a beaucoup de plans où il a posé la caméra et lui il se déplace dans le champ en fait. Et tu le vois se déplacer dans le champ de sa chambre d'hôtel, aller ouvrir la porte. Et il tient pas la caméra et donc tu as des plans totalement innovants qui n'avaient jamais été faits. Et les gens dans les commentaires sont super perturbés. Ils sont c'est vachement fou ce que tu viens de faire. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Ouais, c'est assez drôle de voir que il a apporté un point de vue totalement différent sur ce format en fait. Il a en fait créé un format effectivement qui a beaucoup derrière été repris. Exactement. Pour terminer sur notre cinquième et dernière partie, c'est l'idée de mission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond le bouquin? En gros, la vision de Cole Newport, c'est de se dire fixez-vous une mission, fixez-vous des objectifs à atteindre. Et c'est comme ça qu'en fait, un peu comme l'effet de boule de neige, c'est-à-dire que vous allez développer un intérêt, des compétences, une passion, et il faut que vous gardiez en tête cette notion de mission, d'objectif, de vision à long terme pour réussir et pour réussir en fait là où vous voulez aller. Euh, Quand on en a discuté entre nous, c'est vrai que on contrebalançait un peu la vision long terme et on était un peu plus sceptique sur le fait de se définir des objectifs à moyen long terme. Moi, je me disais que ça pouvait éventuellement créer des frustrations. Tu vois, typiquement, si tu te fixes un objectif, si tu rapproches ça, par exemple, je sais pas, créer une formation demain et qu'en fait, pendant 6 mois, un an, tu bosses là-dessus, tu développes tes compétences, etc. Et qu'en fait, tu as un échec, tu peux prendre ça. Si tu t'étais fixé cet objectif-là assez moyen terme, long terme, tu peux avoir cette frustration, tu vois. C'est ce qu'on se disait où on était un peu plus nuancé là-dessus, quoi. Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, de par mon expérience de vie personnelle, je suis beaucoup plus sceptique que Cal Newport sur la planification de long terme. C'est-à-dire que lui, quand il est rentré à l'université, il pouvait se dire, OK, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être chercheur. Donc, je vais faire tel diplôme. Après, je vais faire tel master. Après, je vais faire un doctorat. Et après, je vais rentrer faire la carrière de tenure, etc. Donc, il a tout un chemin qui pouvait être prédit des années à l'avance et qui, au final, était assez stable puisque c'est le milieu de l'enseignement académique. C'est pas quelque chose qui va être révolutionné du jour au lendemain. C'est différent pour ceux d'entre nous qui veulent monter des business, etc. Tu peux moins planifier ton plan, tu vas savoir quel business tu vas faire dans 5 ans, bonne chance, c'est compliqué. En revanche, je pense que là où peut-être c'est intéressant, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vas te dire, OK, je vais développer ces compétences, je vais faire un sacrifice de court terme pour pratiquer, de la pratique délibérée, pour voilà, développer des trucs, ça va pas être marrant tout de suite, ça va prendre du temps. Ben, pour pouvoir tenir sur la durée, il faut quand même te dire qu'il y a un truc qui va en sortir derrière, quoi. Sinon, pourquoi pas faire un truc de passion et chercher
un truc rapidos tu vois, dans l'instant présent, quoi. Généralement, si tu vas faire un sacrifice sur le présent, c'est que tu as une vision sur le futur de ce que ça va t'apporter. Ceci dit, quelle est la définition exacte de cette vision? Moi, je peux dire que la vision que j'avais était assez vague, en tout cas en termes de business. Il était impossible pour moi de définir un business précis. En revanche, j'avais l'impression que c'était un peu la promesse de la semaine de 4 heures, quoi. Et tu pouvais développer un business qui te donnerait une autonomie, une flexibilité sur ton temps, un peu plus de sous, etc. Ce qui veut dire que tu peux quand même avoir une forme de vision, même si tu ne peux pas avoir un plan. Je pense qu'il y a peut-être la différence effectivement entre la vision, l'objectif et puis le plan. Et c'est là où peut-être que nous, on va diverger un peu plus par rapport à Cal Newport, qui lui a toujours pu planifier les choses de manière assez fiable. Mais pour moi, en fait, je pense que c'est vraiment une sorte de processus itératif, c'est-à-dire que, comme tu dis, le monde aujourd'hui tel qu'il est, notamment dans ce qu'on fait, c'est quand même relativement incertain. Alors effectivement, tu peux avoir une vision des choses sur lesquelles tu as envie d'aboutir, mais pour moi, tes objectifs sont aussi en fonction de ce que tu fais à un moment T, tu vois. C'est compliqué, enfin, te fixer. Moi, typiquement, tu me demandes où est-ce que je serais, ce que je ferais dans un an. C'est assez compliqué pour moi de te donner une réponse, quoi. Et il y a peut-être 60% de chances que, en fait, je sois peut-être pas du tout dans cet objectif-là. Mais finalement, c'est pas très grave, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de te dire pourquoi. En fait, c'est donner un peu un sens à tout ce processus-là que tu mets en place, de monter en compétences, de prendre plus de contrôle dans ta vie, etc. C'est plutôt, et c'est là où ce que tu disais, c'est avoir une vision un peu, un sens et de pourquoi tu fais les choses. Je suis plutôt là-dedans, moi. Ouais, et je te rejoins là-dessus. C'est intéressant parce que du coup, je voudrais rebondir là-dessus, un peu toi sur ton expérience. Ce que le livre t'a apporté, en quoi est-ce qu'il a un peu changé ta vision? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de lire le livre déjà? Du coup, c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé, mais moi, j'ai lu le livre il y a quelques mois et j'étais encore étudiant. Je le suis quasiment plus, mais j'étais quasiment étudiant. Et comme beaucoup en fin d'études, je me posais des questions de qu'est-ce que je vais faire après. J'entends parler partout de les gens sont passionnés par ce qu'ils font, etc. Mais finalement, moi, c'est peut-être. Mais j'ai jamais eu de passion, en fait. J'ai jamais été passionné, j'ai jamais été un grand sportif, j'ai jamais eu des talents en musique, etc. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, le premier bénéfice que j'ai tiré de ce livre, c'est de comprendre que finalement, une passion, elle se construit au fur et à mesure et tu pars pas de ta passion pour en faire ta vie. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, ça m'a permis aussi du coup de me poser des questions en identifiant un peu les compétences qui, pour moi, en tout cas les compétences sur lesquelles j'avais déjà travaillé, que je souhaitais développer et qui pouvaient à terme devenir suffisamment rares et créer suffisamment de valeur pour les autres. Et du coup, c'est pour ça que je me suis un peu rapproché de ce que je faisais quand j'étais petit. Tu parlais des histoires d'Harry Potter et c'est un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune. J'écrivais des histoires un peu dans mon coin de manière assez confidentielle. Mais du coup, je me suis reconnecté à ça. Et du coup, depuis quelques mois, j'écris sur Medium, qui est une plateforme de blog qui commence à être pas mal connue en France. Et, et du coup, je suis vraiment dans ce processus-là de développer mes compétences sur de l'écriture, sur faire passer mes idées, etc. Avec des objectifs qui sont finalement qui sont des objectifs à court terme. Euh, et là-dessus, je te rejoignais sur tu parles des plans à 90 jours. C'est quelque chose moi qui me parle puisque en fait, avant j'écrivais depuis quelques mois, j'écrivais de manière plus ou moins régulière où je faisais des résumés de livres que je lisais et qui moi m'inspiraient. Et là, du coup, tu vois, j'ai décidé d'aller un cran plus loin en me forçant, en tout cas en décidant à être beaucoup plus régulier, à m'imposer un rythme de publication d'articles toutes les semaines. Et en parallèle de ça, en fait, tu vois, ces compétences que tu développes là, moi, elles me servent aussi dans la partie freelance que je fais à côté, puisque en fait, ça me permet de montrer et de montrer en fait l'intérêt de ce que j'écris et la valeur de ce que j'écris à mes clients en fait sur lesquels je les ai sur la partie contenu, tu vois. Donc les deux choses qui m'ont parté, c'est voilà, d'être conscient que suivre sa passion, c'est vraiment, c'est pas comme ça que pour moi les choses elles avancent et c'est de me focaliser sur développer des compétences pour
pour prendre le contrôle aussi de ma vie sur de la partie freelance, et partager ce que j'apprends, quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est pas une technique qui est souvent suivie, en fait. En gros, tu t'es dit: «OK, je voudrais avoir de l'autonomie et pouvoir faire un travail qui m'intéresse». Mais bon, effectivement, quand tu sors d'études, enfin, on va pas se voiler la face, mais la plupart des jobs en sortant d'études, c'est pas non plus, l'éclat total. On dit: «OK, comment je vais de là où je suis à faire un truc qui m'intéresse?» Pas mal de gens vont dire: «OK, je vais monter un site automatisé, machin, qui va faire des trucs». Toi, tu t'es dit: «En fait, moi, ça m'intéresse d'écrire, je trouve ça j'ai un intérêt personnel pour ce truc-là et puis c'est une compétence qui aura toujours de la valeur. Les gens auront toujours besoin de personnes qui savent écrire de manière claire, persuasive, efficace, en tenant des deadlines et cetera». C'est une vraie compétence qui est difficile à acquérir, qui demande beaucoup de pratique. Donc, si je me mets à développer, cette compétence-là et que je deviens bon, là-dedans et que je sais écrire de manière régulière et de manière efficace avec un bon résultat, tout d'un coup, j'aurai beaucoup d'options dans ma carrière et je pourrais faire un job qui est intéressant. Exactement, ouais. C'est vraiment en fait, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut aussi se reconnecter avec des choses qu'on aime faire au quotidien et on se pose pas forcément assez de questions et notamment, tu vois, quand tu es pris dans tes études, tu arrives à la fin, tu as peut-être des prêts, tu as des deadlines. En fait, je pense que c'est aussi bien de se reposer les bonnes questions de pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves le matin, heu et en fait, tu prends au fur et à mesure que typiquement, moi, c'est vraiment ça, plus j'écris, plus je prends du plaisir, plus en fait je m'éclate, plus tu te en fait, tu prends aussi c'était en lien avec les 10 000 heures, en fait, tu partages ton contenu, du coup, tu le diffuses, tu prends des retours, qui t'aident à t'améliorer et en fait, c'est vraiment un cheminement étape par étape où, en fait, tu vois pas, tu vois, je me suis pas dit: «Demain, je vais monter, un énorme site, je vais vendre des formations» et cetera. J'y vais petit à petit, en fait, pour aussi apprendre à me connaître et à développer petit à petit ces compétences-là. Et il y a que comme ça où en fait tu vas trouver de la satisfaction dans ce que tu fais. Enfin, moi je pense que c'est comme ça que tu peux t'éclater, quoi. Moi, j'ai partagé un peu mon histoire avec le bouquin. Le bouquin, je l'ai lu assez tôt. Je me souviens, à peu près où j'étais quand je l'ai lu. Donc, en gros, j'avais déjà commencé mon premier site et j'essayais un peu de développer mon trafic. Donc, c'était mon site qui s'appelle Séduction Academy et j'essayais de développer une vision un peu différente des relations, et cetera. Et tout ce qui est séduction, tout ce qui est c'est une sous-catégorie du développement personnel qui est en règle générale un domaine qui est ultra compétitif, dans le marketing web, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, y compris des gens qui sont plutôt bons en marketing. Niveau référencement, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de sites, il y a énormément de contenu, c'est très difficile en fait de percer et je me suis aperçu parce Il que existe toujours ce site ou pas? le site existe toujours, ouais, séductionacademy.fr. Il existe toujours, je m'en occupe plus trop, mais il est toujours en ligne et puis il continue, à faire, il est assez populaire. Les gens continuent à m'envoyer des emails tous les jours, de me dire: «Ah, c'est génial» et cetera. Parce que le podcast continue à bien tourner. Hem et en gros, si tu veux, mon idée, c'est: «Putain, si je veux que ce truc décolle, il va falloir que je devienne bon quelque part». Parce que, ben, il y avait le référencement, c'était vachement encombré, donc il fallait que j'ai un point d'appui pour pouvoir développer un truc selon une théorie d'offre et de demande, en fait. Et moi, la conclusion que j'en avais tirée, c'était de me dire: «OK, il faut que j'apprenne à, heu, devenir plus convaincant à l'écrit». Et en fait, le copywriting pour moi, c'était vraiment pouvoir écrire des pages de vente, pouvoir écrire des emails, pouvoir développer une vision qui était totalement unique, pouvoir me différencier à l'écrit. Et c'est de là que vient mon intérêt pour le copywriting. Donc du coup, j'ai eu un intérêt qui était à l'origine, motivé par un projet, pressant. Mais évidemment, c'est une compétence qui, l'ayant développé sérieusement, et moi j'ai vraiment passé des années de ma vie à étudier différentes pages de vente, à voir ce qui fonctionnait pas, à analyser pas mal de trucs, à analyser des séquences email, et cetera. Et au final, tu développes une compétence qui est applicable dans plein de choses et qui te permet vraiment de décoller et puis d'avoir la possibilité de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire par ailleurs, tu vois. Et là, ça venait pour moi, en tout cas, dans cette situation-là, ça venait de l'idée de se dire qu'il fallait se spécialiser parce qu'on ne peut pas être le meilleur partout, mais au moins on peut être le meilleur dans un truc. Et tu peux imaginer, je connaissais un gars qui s'était spécialisé dans le référencement, par exemple. Il était devenu vachement bon dans le référencement. Et en devenant vachement bon dans le référencement et le SEO, eh ben, il avait pu tirer son épingle du jeu là-dedans. Mais c'est un peu ce que dit, est-ce que c'est Brian Belfour qui parle du T-shape ou pas? Je me souviens plus. Ouais, En fait c'est lui, ouais. Ouais, ouais. en fait, il te dit rapidement, imagine une barre de T horizontale avec, par exemple, si tu prends le marketing, tu vois, tu as plein de compétences différentes, du SEO, du copywriting,
de l'AdWords, et cetera, du social ads, et cetera. En fait, tu peux pas être bon partout, c'est impossible. Donc l'idée, c'est tu développes des compétences sur quelque chose sur lequel tu as un intérêt, ou tu as déjà des compétences, et en fait, va au fond du sujet pour devenir quasiment un expert. Et c'est là où en fait, tu vas développer des compétences hyper rares et recherchées, et c'est comme ça qu'après, tu peux arriver à tes objectifs, si on revient sur le livre, prendre le contrôle, et vivre de ce que tu as envie de vivre, quoi. Effectivement. Sur ce, est-ce qu'on peut terminer sur cette dernière citation de Cal Newport? Si vous ne créez pas, vous ne vous épanouirez pas, peu importe vos compétences ou votre talent. Je pense que ça résume plutôt bien l'idée générale du livre. Super Alexis. Avant de terminer, est-ce que tu peux dire où est-ce que les gens qui ont été intéressés par ce que tu racontes et qui voudraient un peu aller voir ce que tu écris, comment est-ce qu'eux, ils peuvent te retrouver sur Internet? Ouais, c'est tout simple. Du coup, sur Medium, c'est mon nom, Alexis Minkela, et vous trouverez du contenu tous les jeudis qui sort plutôt sur des livres qui m'ont inspiré et sur des questions que je me pose actuellement. Super. Bah, merci d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi, de voir un peu comment ça t'a fait affecter. Moi, c'est un bouquin que j'aime beaucoup et j'ai été heureux de pouvoir le partager avec l'audience du podcast. Donc, merci à toi. Merci à toi, Stanislas. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que le bouquin vous aura intéressé. Je vous invite à aller le découvrir parce qu'on a juste survolé les éléments principaux. Donc, vous tapez sur Amazon So Good They Can't Ignore You et vous le trouverez assez facilement. On mettra bien sûr tous les liens correspondants et qui ont été mentionnés dans l'article de l'épisode sur marketingmania.fr/podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr retrouver Alexis sur Medium et puis sur Twitter. On mettra les liens dans la description de ce podcast. En ce qui me concerne, vous savez que la passion que je peux avoir aujourd'hui pour le marketing, je suis pas né avec, c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps. C'est quelque chose que j'ai développé par la concentration sur les différentes techniques, les différents éléments de psychologie humaine et vraiment par la pratique. Par le fait d'écrire des articles, par le fait de créer des vidéos, par le fait d'écrire des pages de vente, des tunnels de vente, des emails, de suivre mes résultats, de voir les choses fonctionner et pas fonctionner. Et cette approche-là, un petit peu itérative de la création, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans n'importe quel domaine et vous pouvez développer une vraie passion pour votre travail au quotidien quand vous avez développé cette compétence. Et si la compétence qui vous intéresse de développer, c'est des compétences qui sont similaires aux miens, c'est-à-dire la création de contenu, l'écriture de pages de vente persuasives, le meilleur point d'entrée aujourd'hui, c'est probablement la formation gratuite que j'ai faite sur comment construire une audience. C'est une formation qui sera utile si vous souhaitez appliquer vos compétences dans un de deux domaines, c'est-à-dire soit vous souhaitez vendre des formations en ligne, soit vous souhaitez vendre du coaching, soit vous souhaitez vendre du service. Si c'est ce genre de choses qui vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à cette formation gratuite. Donc le lien, c'est marketingmania.fr/audience et je vous explique comment est-ce que j'ai construit mon audience de différentes manières. D'abord en me concentrant sur le positionnement, ensuite en me concentrant sur qu'est-ce qui fait qu'un contenu est efficace, qu'est-ce qui fait qu'un contenu est passionnant, qu'est-ce qui fait qu'un contenu est persuasif. C'est vraiment cette compétence profonde de pratique de créer du meilleur contenu. Et aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit sur Internet, mais si vous créez du meilleur contenu, eh bien vous allez percer. Beaucoup de gens vous parlent de comment grossir, il faut créer toujours plus de quantité. D'un point de vue totalement mathématique, c'est pas mon expérience. Vous pouvez voir que pendant l'été, j'ai travaillé sur une formation que je faisais pour mes clients. Pendant cette période, je n'ai publié aucune vidéo sur YouTube et pourtant, j'ai gagné des milliers d'abonnés juste sur la force de mes vidéos qui avaient été publiées par le passé. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une continuité là entre ce qu'on vient de dire dans l'épisode, c'est-à-dire le développement de vos compétences et puis le développement de contenu de haute qualité qui vous demande des compétences. C'est pas quelque chose que vous allez réussir le premier jour. Et puis finalement, le développement d'une audience et derrière d'un business qui peut vous faire vivre. Ça prend du temps. C'est pas une méthode classique, clé en main pour gagner du revenu passif. Quelque chose qui vous demande de la pratique, du temps, des compétences, de l'investissement. C'est quelque chose qui vous permet, d'un autre côté, d'être passionné par ce que vous faites. Aujourd'hui, je n'ai pas de plus grand plaisir que de créer une vidéo et il n'y a rien qui avance mon business plus que de créer une vidéo. Et c'est quelque chose qui est assez fou de vous dire que ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous fait le plus progresser dans votre revenu, eh bien, c'est des choses qui sont alignées et donc, c'est ça que ça veut dire être passionné par son travail, quoi. Donc, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à cette formation si ça vous intéresse. Le lien, c'est marketingmania.fr/audience. Sur ce, j'ai terminé mon appel à l'action. Et je vous retrouve la semaine prochaine
mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. À bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.